Annie Lee est une jeune américaine de 24 ans qui étudie pour devenir une scientifique de renommée. Malheureusement, sa vie va basculer à l'intérieur même de son laboratoire. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Annie Lee, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire américaine qui m'a quand même pas mal passionnée. En l'écrivant, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de peine pour cette jeune femme. Vous allez voir, elle avait tellement un avenir prometteur, c'était tellement une bonne personne. Enfin voilà, je me suis vraiment attachée à cette fille quand j'écrivais cette vidéo. Et voilà, donc je suis contente aujourd'hui de vous parler de son histoire pour qu'on ne l'oublie pas et voilà, qu'on puisse se souvenir d'elle encore longtemps, j'espère. Alors Annie Lee est née en 1985 à San José en Californie, dans une famille américano-vietnamienne. Elle a grandi dans une famille très unie et aimante. Au niveau scolaire, Annie était première de classe, elle était très intelligente et a fini major de sa promo à la fin de ses études secondaires et les élèves avaient voté pour elle comme étant la plus susceptible de devenir le prochain Einstein. Après ça, Annie a remporté une bourse pour adhérer à l'université de Rochester pour étudier les biosciences. Elle commencera alors sa scolarité là-bas et quittera donc sa famille en Californie pour intégrer l'État de New York et plus précisément Rochester. À l'université, elle tombera alors amoureuse de son futur fiancé qui s'appelle Jonathan Widowski et qui étudiait en physique appliquée et mathématiques. Ils ont directement été fusionnels et les proches du couple diront d'eux qu'ils étaient des âmes sœurs. Ils étaient aussi meilleurs amis et Lorraine, la sœur de Jonathan, dira plus tard aux journalistes: elle a illuminé sa vie et il a illuminé la sienne. Leur relation était vraiment spéciale. La maman de Jonathan dira de son côté que après leur fiançailles, Annie était vraiment très enthousiaste pour le mariage et pensait d'ailleurs énormément à son avenir avec Jonathan. Pour en revenir à Annie, elle adorait les animaux et elle avait d'ailleurs sauvé des chatons abandonnés et en avait même adopté un. Mais en règle générale, Annie était aussi une personne au grand cœur et si elle se souciait des animaux, elle se souciait aussi du bien-être du monde qui l'entoure. D'ailleurs, les gens qui l'entourent disaient d'elle qu'elle était une jeune scientifique passionnée qui voulait sauver le monde. D'ailleurs, elle terminera ses études à l'université de Rochester en 2007 et quittera alors New York pour intégrer le campus de Yale où elle passera un doctorat en pharmacologie. Sur place, elle étudiera les enzymes et leur rôle sur les maladies métaboliques humaines. D'ailleurs, en 2008, elle remportera une subvention de la National Science Foundation pour soutenir ses recherches. Maintenant qu'on connaît un petit peu Annie, parlons maintenant de la journée du 8 janvier 2009. Annie avait alors 24 ans et travaillait énormément pour ses cours de sciences à l'université. Ce jour-là, des caméras de surveillance ont filmé Annie en train d'entrer dans le bâtiment où se trouvait son laboratoire. Elle s'y rendait pour travailler, mais le soir, elle n'est pas rentrée chez elle. D'ailleurs, Annie habitait à ce moment-là dans une colocation avec plusieurs personnes. Elle était toujours en couple avec son petit ami, mais son petit ami était à New York et elle, comme elle était à Yale, elle avait trouvé une colocation. C'est d'ailleurs une des personnes qui était en coloc avec elle qui s'est inquiétée qu'Annie ne rentre pas le soir et c'est cette personne qui a appelé la police. La police était alors rendue chez Annie et ses colocataires et avait retrouvé le téléphone portable et l'ordinateur d'Annie, mais Annie, elle, n'était pas là. La première idée de la police va être qu'Annie avait fui volontairement car peut-être elle stressait pour son mariage dont la date arrivait à grands pas. Pour tout vous dire, elle avait en fait prévu de se marier le 13 septembre, donc 5 jours plus tard seulement. En dehors de l'enquête, la famille d'Annie, la famille de son fiancé et les autres étudiants de Yale ont été retournés par la nouvelle de la disparition. Les autres étudiants vont mettre une affiche sur le campus où il était marqué « Nous espérons que tu vas bien », phrase qui s'adressait donc à Annie. Petit à petit, la disparition est devenue le seul sujet de conversation. Et ni les professeurs ni les étudiants arrivaient à se concentrer sur autre chose.
tout tournait autour d'Annie. La police va alors décider de lancer une enquête pour la retrouver et sachant que le dernier endroit où on l'avait vue était son laboratoire, ils se sont alors rendus sur place. Ils vont fouiller les lieux et c'est là que l'enquête va devenir de plus en plus sordide. En fait, 4 jours après la disparition d'Annie, donc le 12 septembre 2009, la police va découvrir des vêtements tachés de sang dans le plafond du laboratoire. À ce moment-là, l'enquête va devenir une enquête pour homicide. Le 13 septembre, donc jour présumé du mariage, les policiers continuent à fouiller le laboratoire quand d'un coup, l'un d'entre eux va se rendre compte qu'il y a une odeur étrange qui est en train d'émerger, une odeur de décomposition. La police va alors faire venir des chiens pisteurs et à 17h ce jour-là, les chiens vont retrouver le corps d'Annie en décomposition qui avait été caché dans un des murs du laboratoire. Le plus triste dans cette histoire, c'est que le moment où elle a été retrouvée, c'était l'heure en fait du mariage, c'était le moment où elle était censée dire oui pour la vie à Jonathan. La police va vite se rendre compte que les os d'Annie avaient été brisés pour qu'elle puisse épouser la forme de la cachette dans le mur. Un policier expliquera que son corps était en bouillie, tellement écrasé qu'il ne pouvait même pas le reconnaître. Son corps sera envoyé à un médecin légiste qui écrira que la cause de la mort c'était une asphyxie traumatique en fait due à la compression du cou. Ça voulait donc dire qu'elle avait été étranglée, mais que son corps avait en plus de ça reçu un traumatisme, donc son visage était vraiment mauve. En plus de ça, il sera aussi écrit qu'avant sa mort, on lui avait cassé une clavicule. Elle a aussi été partiellement déshabillée et du sperme a été retrouvé sur ses sous-vêtements et partout un peu sur son corps. Par contre, elle n'avait pas été agressée sexuellement. Mais bon, ça prouve qu'il y a quand même eu une tentative. Le lendemain, soit le 14 septembre, plus de 2000 personnes vont assister à une veillée aux chandelles sur le campus de Yale. D'ailleurs, son fiancé est venu de New York et sa famille de Californie. Le directeur de thèse de Annie lui rendra hommage en disant « Annie donnait l'impression qu'elle était plus grande que son corps physique. Elle était une étudiante assidue et incroyablement travailleuse qui a montré une passion pour la science et le désir de faire la différence dans la vie des gens. Elle fut une lumière brillante d'un énorme potentiel, éteinte prématurément. » Le directeur de Yale s'exprimera aussi pendant la veillée aux chandelles et dira « Annie était une étudiante modèle pour Yale du XXIe siècle, une enfant d'immigrés élevée en Amérique, brillante et accomplie, ambitieuse et disciplinée, mais aussi attentionnée, aimante et spontanée. » Faut savoir que l'université de Yale avait été très impliquée dans la disparition d'Annie et d'ailleurs au moment où les policiers recherchaient son corps, ils avaient offert une récompense de 10 000 $ dans le but de trouver une information permettant de la retrouver. Il faut aussi savoir que le meurtre sera fortement médiatisé et que pas mal de parents vont avoir peur pour leur enfant qui étudiait sur le campus de Yale. Le plus choquant était que sans doute, le tueur était quelqu'un qui faisait partie de la communauté du campus de Yale et cela ne rassurait personne. Pour en revenir à l'enquête, à partir de là, la police va essayer de retrouver un suspect. Ils vont alors commencer à visionner les caméras de surveillance du bâtiment et ils verront bien Annie y rentrer vers 10h du matin. Et en plus de ça, ils découvriront qu'un homme y est rentré 29 minutes plus tard. Le plus étrange, c'est que quand on visionnera la suite de la vidéo de surveillance, on verra l'homme sortir quelques heures plus tard. Par contre, Annie, elle, ne sortira jamais du bâtiment. Cet homme en question, il s'appelle Raymond Clark, il a 24 ans et est le technicien de laboratoire chargé de s'occuper des animaux du centre de recherche. La police va se rendre compte que Raymond avait pour réputation d'être un technicien souvent en colère contre les étudiants qui, selon lui, quittaient toujours le laboratoire en ne rangeant jamais rien. Une source anonyme avait aussi révélé que Raymond avait envoyé un mail à Annie un peu avant sa mort. Dans ce mail, il se plaignait d'avoir dû ranger derrière elle. Il l'accusait d'avoir laissé des cages à souris sales après l'une de ses études. La police va alors l'arrêter et va lui prélever un peu d'ADN pour le comparer à celui trouvé sur Annie. Et c'est le 17 septembre 2009 que Raymond Clark va être arrêté pour le meurtre de Annie Lee. Ça va vraiment être très choquant parce que son arrestation est la confirmation que le coupable était bel et bien quelqu'un de la communauté de Yale. Un enseignant de Yale va même dire aux journalistes « La famille d'Annie et la famille du fiancé passent en premier. C'est leur tragédie avant tout.
Mais il y a beaucoup de personnes affectées aussi. Les étudiants, le département de pharmacologie, les employés de la faculté de médecine, les personnes qui travaillaient dans le bâtiment. C'est une situation effrayante et difficile pour tous. Une ancienne enseignante de Raymond avait aussi parlé aux journalistes en disant qu'il était assez choqué parce que Raymond était un des enfants les plus gentils de la classe à l'époque. Elle disait qu'il était très calme, qu'il ne jugeait personne et qu'il était sympathique. Une autre enseignante qui avait eu Raymond comme élève dira aussi que c'était un gentil garçon qui respectait les règles, donc vraiment, elles étaient choquées. On apprendra que Raymond travaillait au laboratoire avec sa petite amie qui s'appelle Jennifer Romatk. Il habitait d'ailleurs avec elle dans un appartement de Wharfside Commons, qui est un complexe d'appartements dans la ville de Middletown. La police interrogera alors les voisins et les voisines de Raymond qui expliqueront alors que Raymond semblait toujours contrôler sa petite amie. Il ne la laissait pas parler aux voisins et vérifiait toujours où elle se rendait. La police va donc se dire que Raymond devait avoir une face cachée sous ses airs de gentille et sympathique personne. Finalement, le procès de Raymond va arriver. En entrant dans la salle d'audience, il fera un clin d'œil à sa famille qui sera déjà très mal perçue par l'ensemble du jury. Mais bon, fort heureusement, Raymond va plaider coupable pour le meurtre de Annie Lee. Bon, évidemment, il va plaider coupable par intérêt. Il savait qu'en collaborant avec la police, il aurait une peine moins lourde et que de toute manière, ça ne servait à rien de dire qu'il n'était pas coupable parce que toutes les preuves étaient contre lui. Néanmoins, lorsque la famille d'Annie a présenté ses déclarations de victime au tribunal, Raymond s'est alors mis à pleurer. La maman d'Annie dira pendant le tribunal que ce meurtre dépasse l'entendement et qu'elle ne pourra plus jamais serrer sa petite fille dans ses bras. Elle dira aussi « Le monde ne saura jamais ce qu'elle avait à offrir. Je ne la reverrai jamais marcher dans l'allée. Je ne connaîtrai jamais mes petits-enfants. » Suite à ça, Raymond s'exprimera lui aussi devant le juge et dira « Je suis vraiment désolé d'avoir éloigné Annie de ses amis, de sa famille et surtout de son fiancé. J'ai pris une vie et j'ai continué à mentir à ce sujet pendant que les amis, la famille et le fiancé d'Annie s'asseyaient et attendaient. Je suis désolé d'avoir menti. Je suis désolé d'avoir ruiné des vies. Je suis désolée d'avoir pris la vie d'Annie Lee. » Pendant le procès, on va aussi se questionner sur la sécurité des étudiants de Yale et des mesures mises en place par le campus pour assurer cette sécurité. Évidemment, on va dire que Annie n'avait pas été assez protégée par son école, mais il était aussi difficile d'imaginer qu'est-ce qui aurait pu changer les choses. On va apprendre que le bâtiment où Annie a été tuée, c'était un bâtiment très sécurisé. À l'intérieur, il y avait beaucoup de scientifiques, beaucoup de recherches importantes, qui fait que le bâtiment était sous haute surveillance. Déjà, il y avait 70 caméras qui entouraient le bâtiment et ses intérieurs. De plus, pour rentrer dans le bâtiment, il fallait une carte électronique de sécurité, sinon la porte restait fermée. Donc voilà, c'est assez compliqué de trouver concrètement quelque chose de plus à faire pour sécuriser ce bâtiment. Mais bon, pour en revenir à Raymond, son ex-petite amie va être interrogée à la barre et confirmera que Raymond était bel et bien un homme violent. Elle dira même que le jour de la rupture, elle aurait appelé la police parce qu'elle se sentait pas en sécurité. Elle dira aussi que pendant qu'ils étaient ensemble, Raymond l'avait forcée à plusieurs reprises pour avoir des relations sexuelles avec elle. En soi, on apprendra que Raymond était donc un homme violent qui, en dessous de son air jovial et sympathique, cachait vraiment un homme colérique. On apprendra aussi que le mobile du meurtre était simplement professionnel. Comme je vous l'avais dit, il avait en fait envoyé un mail à Annie en lui exprimant sa frustration suite au fait qu'elle avait laissé une des cages sale après son passage. Et bien ce serait suite à ça qu'il l'aurait tuée et la tentative d'agression sexuelle serait en fait venue par après. Mais bon, cette tentative n'aurait jamais été un mobile. En sortant de la salle d'audience, le père de Raymond s'exprimera aux journalistes en disant « Ce n'est pas le Ray que nous connaissons. Ray a exprimé des remords depuis le début, mais vous savez, il est difficile d'imaginer que votre enfant a fait l'impensable. » De plus, le papa exprimera aussi ses sympathies à toute la famille d'Annie. Raymond a finalement été condamné à 44 ans de prison pour le meurtre d'Annie et a de plus été reconnu coupable de tentative d'agression sexuelle. Aujourd'hui, l'université de Yale fait des vérifications de routine des casiers judiciaires de nouveaux employés qui arriveraient. Par contre, dans le cas d'Annie, ça aurait servi à rien parce que Raymond avait un casier judiciaire vierge. Mais bon, c'est une mesure en plus et c'est quand même déjà ça.
Pour ce qui est de Raymond, sa libération est prévue en 2053, donc voilà, on n'est pas prêt à le revoir en liberté pour le moment. Voilà, c'est comme ça que se termine cette affaire, cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et peut-être votre avis sur comment Yael aurait pu éviter ce meurtre. Et voilà, donc si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!